Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les reconversions, les questionnements, les virages à prendre. Cette semaine, je vous propose d'écouter le témoignage de quelqu'un qui a pris un virage à contresens de ce qu'on entend d'habitude. Parce que oui, on connaît tous les histoires du genre « j'ai fait des longues études et maintenant je veux retourner aux sources, retrouver du concret, du vrai, du manuel ». Eh bien mon invité du jour a fait plus ou moins l'inverse. Il a commencé sa vie professionnelle par un métier où ça découpe, ça transforme, ça travaille la matière brute, celui de boucher. Et puis un jour, il a décidé de tout reprendre de zéro. Et quand je dis de zéro, ce n'est pas pour rien. Reprise des études depuis le bac, enchaîner les années d'études et les examens jusqu'à devenir aujourd'hui ingénieur. Un chemin long, sinueux et pentu qui en découragerait beaucoup. Alors comment trouver la motivation face à un tel défi ? Pourquoi s'infliger de telles difficultés ? Et quelles ressources mobiliser quand on décide de s'engager dans un parcours de reconversion long terme ? Réponse dans l'épisode du jour avec mon invité Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. La petite présentation, ça te va ? Ouais. Super. T'es ok ? T'es prêt pour nous raconter un petit peu ton parcours ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, comme je disais, tu as un parcours de reconversion. D'habitude, on voit souvent le contraire. Alors, souvent, on commence par faire des grandes études et puis après, on part sur quelque chose de plus terre à terre, on va dire. Alors, raconte-nous un petit peu toi le début de ta carrière, donc en tant que boucher, comme je l'ai dit dans la présentation. Ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais un peu. On est jeune de toute façon quand on nous demande de choisir un métier pour l'avenir. Du coup, la réflexion, c'est vrai que avec du recul aujourd'hui, on pense à quelque chose de... C'est une vraie question, et on nous la pose à un âge où on n'est pas du tout prêt à la recevoir. Ouais. Et le fait que moi j'aimais bien manger, j'en avais un peu marre des bancs de l'école, je pensais avoir fait le tour. J'étais pas nul à l'école, mais j'étais un peu feignant. Et le fait est que aller chercher un métier manuel où moi je trouvais du sens parce que il y avait le côté travail de la matière brute, le côté gustatif, cuisine, on se rapprochait de ces éléments-là. Je savais que la cuisine c'était un milieu qui était pas forcément fait pour moi. On voit tout de suite l'image, on se fait beaucoup d'idées par rapport à ce qu'on connaît des films ou des séries ou des livres ou de la culture qui nous entoure à cet âge-là. C'était trop dans le rush, trop dans l'image que j'en avais en tout cas de la cuisine. Alors que la boucherie, c'était quelque chose de plus terre à terre, de plus simple, direct de l'éleveur à l'assiette, on voyait tout de suite le truc, quoi. Et ça s'est fait parce que il y a les métiers de l'artisanat qu'avaient à l'époque des petites voiturettes de chaque couleur différente pour chaque métier. Qui venaient présenter aux élèves, c'est ça, ouais. Exactement. Ok. Au collège. Et du coup, moi, je me suis arrêté au stand de boucherie et j'ai dit, ça a l'air incroyable. Parce que c'était le premier stand qui venait ou Non, il y en avait plein. Il y avait la boulangerie, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait le bois, donc je sais plus si c'était ébéniste ou charpentier ou quelque chose comme ça. Mais il y avait plein, il y avait 7 ou 8 voiturettes. Et la boucherie, ça devait être à peu près au milieu. D'ailleurs, on avait fait tous les stands, on était timés. Donc là, t'as quel âge à peu près à ce moment-là ? Là, j'ai... Quelle classe ? En 4e ou en 3e. Ouais, ok, donc c'est arrivé assez tôt, alors. Ouais. C'est ça, c'est la rencontre entre tu dois choisir ton métier et il y a un gars qui vient te proposer quelque chose. Ouais, ok. Et donc là, tu te dis, soit je continue sur les bancs de l'école, quelque chose qui m'ennuie un petit peu, ou j'ai la flemme, quoi. Clairement, ça m'intéresse pas plus que ça. Même si il y a de la matière, j'étais déjà très penché sur les sciences et très intéressé par la physique, l'histoire ça m'intéresse aussi. Bon, je suis pas très féru d'histoire, donc les dates, les événements, les machins, mais c'est tout le temps intéressant d'avoir un peu de mythologie, un peu de trucs. Je pense à l'Égypte parce qu'on avait une grand-mère qui nous emmenait là-dessus, mais c'était pas mon truc, quoi. Okay. M'asseoir devant un bouquin, j'en avais... À cette période-là, en tout cas, ouais, t'en avais marre et t'avais envie de faire du concret, quoi, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Donc, du coup, tu décides de te lancer là-dedans au 4e, 3e, c'est ça? Tout de suite après le brevet? C'était avant le stage de 3e. Parce que, du coup, j'ai pu choisir mon stage de 3e en fonction. Et du coup, c'est pas, parce que, alors, souvent, dans ces métiers-là, un peu artisanal et tout ça, il y a une histoire de famille aussi derrière toi. Il y a pas de personne dans ta famille Non. Ma mère, elle a fait un bac agricole, mais elle s'est retrouvée à travailler dans l'informatique parce que c'était le boom de l'informatique. Où elle allait rentrer sur le marché du travail. Et mon père, pareil, informatique, commercial.
Alors comment, du coup, tu passes quand même le brevet à ce moment-là Ouais. ouais. Et après Brevet, tu te lances. avec une note juste à peine au-dessus de la moyenne. Ouais, ce qu'il Et fallait. Ce qu'il fallait, ouais, c'est ça. Mais pas. En fait, c'est toujours pareil. C'est par fainéantise. J'aurais pu avoir mieux et toutes mes appréciations de cette époque-là, c'est en gros Laurent est feignant et il pourrait faire mieux. Il fait le minimum. Voilà. Ok. Et alors après, du coup, donc ça, tu fais quand même quoi, un CAP, BEP, Un CAP, ouais. Les métiers de l'artisanat, ça passe beaucoup par des CAP. Moi, je suis arrivé en CAP au moment où le BEP a été supprimé. D'accord. Donc, ils avaient mis quelque chose à la place, je crois. Juste un BP, ça s'appelait, ou... Non, il y avait déjà le BP avant. Enfin bref, il y a un diplôme qui a sauté, c'était dans 2 ans, BEP c'était en 3 ans je crois, et il y avait une année de professionnalisation commerciale pour ouvrir ta boutique derrière. Mais j'ai juste fait CAP moi. Donc des formations très concrètes en fait quoi. Ouais, c'était... T'étais à moitié en entreprise. Pour le coup, là j'avais comme matière en général, j'avais français, il y avait un tout petit peu d'anglais mais c'était vraiment histoire de dire, il y avait des maths, mais il y avait surtout du temps passé en entreprise en professionnalisation quoi. Tout à fait. Ouais. Le rythme c'est 2 semaines, et même tu vois je pense à mes cours de physique-chimie, c'était des cours physique-chimie mais orientés contrôle sanitaire. Ah oui d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ou quelles bactéries se développent, à quel moment, pourquoi elles se développent, quelles sont les conditions pour que ça se développe, quelles sont les conditions pour qu'elles se développent pas, comment tu traites ça et tout. Ouais, c'était très orienté sur le métier. Et du coup, alors à ce moment-là, quand tu commences à mettre les mains un petit peu dans le cambouis et tout, tu te dis, je suis sur la bonne voie, ça me plaît ou... La frayeur, elle est venue quand j'ai visité l'école, où je me suis dit, ça a l'air quand même d'être un monde très brut, très dur. Okay. Après, c'était une période aussi où, personnellement, c'était pas l'équilibre parfait non plus. Mes parents étaient en divorce. J'ai fait mon collège en campagne, et après, je suis allé faire mon CAP en région parisienne. Enfin, mon école était à Paris et moi je vivais en région parisienne. Donc c'était pas une période hyper stable. Et donc je suis arrivé là, nouvelle vie, nouvelle école. J'ai fait mes études à l'école professionnelle de la boucherie, qui est quand même un truc hyper carré. Donc ça fait un peu peur à ce moment-là. Et après j'ai été soutenu par mes proches et on m'a dit bah fonce et tu verras, ça passera bien. Et ça s'est bien passé. Et après, du coup, donc tu te lances dans ce métier-là, normal quoi, après avoir été diplômé, c'est ça ? Alors un peu pas normal parce que je suis arrivé trop tôt, du coup. Je suis de fin d'année, donc moi j'ai dû les CAP, si je commence à 15 ans. Et vu que je suis de fin d'année, bah la rentrée elle est un peu avant mon anniversaire. Du coup j'ai dû commencer à 14 ans, avec une dérogation. Et du coup je finis plus tôt aussi, je finis à 17 ans. Et à 17 ans, la boucherie il y a une petite part où les assurances, elles veulent quand même des garanties. Et du coup, on peut embaucher un mineur, c'est compliqué. Parce qu'il y a des scies, il y a des trucs qui coupent, il y a des trucs qui tranchent. Bah oui, c'est ce qui est plutôt normal. Oui, c'est ça. Et du coup, quand t'arrives sur le marché du travail à 17 ans, ton CV, il dit, bah, c'est super, tu sors d'école, on va te former, mais on va attendre ton anniversaire, quoi. Donc des petites difficultés au départ à trouver un premier employeur. C'est ça. Et j'étais toujours un peu feignant, je suis retourné en campagne aussi, donc le marché est moins ouvert. Donc on a commencé par faire des petits boulots plus que des boulots contractualisés. Alors du coup, c'est la reconversion, la période de questionnement sur qu'est-ce que je fais après, elle arrive quand ? Est-ce que t'as à ce moment-là ou est-ce que après, une fois que t'as ah non, j'ai fait 8 ans de boucherie avant de d'accord. Ça, c'était pas pour moi. Ouais. Ça s'est passé où pour le coup, alors j'ai commencé à trouver du travail, du coup j'ai attendu mes 18 ans, là je suis devenu un peu plus bankable sur le marché, j'ai fait 2-3 jobs, j'ai usé un peu ce qui se trouvait dans mon petit village, j'ai passé mon permis, vu qu'à 18 ans on a le droit de passer le permis, et du coup là il y a eu une vraie extension de ce qui s'ouvrait. J'ai pu travailler presque 2 ans un peu plus loin de chez moi dans une grande surface, et c'est là que je me suis mis en couple. Et du coup, ma partenaire a dit, bah, moi, je pars à Lyon. Du coup, je suis parti à Lyon aussi avec elle. Là, j'ai trouvé un autre job dans une petite boutique. Et c'est dans cette petite boutique-là où je me suis dit, où à un moment donné, j'ai levé les yeux, fait un pas en arrière. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Parce que dans les grandes surfaces, il y a une espèce de machine qui tourne et qui t'écrase si t'es sur le chemin, quoi. Donc c'est quand t'étais en grande surface alors que là... Donc quand j'étais en grande surface, je mettais ça sur le dos c'est le système qui m'écrase, et ça vient pas du métier. Le métier est quand même cool et je prends du plaisir à faire 2-3 tâches, et forcément quand j'en fais d'autres, bah, c'est un peu moins marrant. Et le fait de me retrouver en petite boutique dans un cocon un peu plus familial avec plus de chaleur, des collègues qui viennent vraiment t'aider, qui
t'apprennent un peu plus que le rendement de la grande surface. Et bah, c'est là où tu te dis, en fait, non, c'était pas l'environnement qui me plaisait pas. C'est le métier, truc, ouais. Est-ce que c'est parce que le métier a changé entre le moment où t'es arrivé dessus, ou est-ce que c'est vraiment, en fait, non, c'est le métier qui te plaisait pas? Tout à fait l'inverse, je pense. C'est justement parce que le métier ne change jamais. Okay. Moi, par exemple, même en grande surface, sur les 8 années de boucherie que j'ai fait, j'ai toujours travaillé avec un retraité. Donc ça veut dire que, hiérarchiquement, tu montes pas tant que le retraité est pas parti. Et ce retraité-là, il a fait ça toute sa vie. Il s'en va pas. Ah ouais, lui, il a fait la même chose toute sa vie. C'est le magicien de la boutique. Ouais. Généralement, eux, ils ont 40 ans, 50 ans de service, et ils sont imbattables. Ouais. Et donc, tant que lui, il part pas, bah, toi, tu bouges pas. Donc, quand t'as un peu d'ambition, où tu dis, bah, moi, je commence en bas, c'est normal, pas de problème avec ça, mais je veux bien monter. Et en fait, on te fait comprendre que, bah, il y a un nombre de places, et donc, ça se fait avec l'appel d'air, quoi. Il faut que celui d'en haut, il s'en aille pour que tout le monde monte. Okay. Sauf que le retraité, il part jamais. Ouais, donc il y a un truc très, un peu traditionnaliste, quoi. Enfin, tradition, etc., qui va un peu avec le métier, mais oui. Oui. Ouais. Et puis, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que justement, tes conseils, ton savoir-faire, ton savoir-être, qu'est-ce qui peut se passer, tu viens le chercher auprès de ce gars-là. Tu progresses jamais autant que quand t'es à côté de ce gars-là. Bah oui, c'est clair. Mais par contre, lui, il a jamais envie de s'arrêter. Ouais. Il sait faire que ça, il veut faire que ça, donc... Ouais, et puis je suppose aussi, si t'as effectivement, donc tu nous disais que t'avais un petit peu d'ambition à ce moment-là quand même, si tu vois quelqu'un qui est au bord de la retraite et puis se dire il a fait ça toute sa vie, donc ça veut dire que bah si je me continue là-dedans, je vais peut-être devoir faire ça toute ma vie, non? Je suppose qu'il y a aussi ça. Ah bah il y a ça, mais après oui, mais c'était pas ce qui était gênant en fait. Ouais. C'est qu'il y avait pas de changement, il y avait jamais de changement. Mm. Tu voyais bien que tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans dans la boutique et en fait tu regardes le retraité et il se fatigue pas plus lui. Okay. Donc lui, on sait pas ce qu'il attend, on sait pas ce qu'il fait, il a pas de projet plus que venir travailler tous les matins. Alors venons-en du coup, parce que là je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce process de changement, parce que comment on passe de je suis boucher à je vais devenir ingénieur. Alors sans dénigrer bien sûr le métier de boucher, parce que voilà, mais pour devenir ingénieur, il faut quand même repasser des études que tu n'avais pas faites, que tu avais arrêtées tôt, etc. Alors raconte-nous un petit peu le process. Déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que à ce moment-là, donc tu te poses des questions, pourquoi est-ce que tu pars vers le métier d'ingénieur? Ouais, ça part de ma compagne du coup qui me dit que ça va pas du tout et qu'il faut changer. Et moi, vu que j'ai fait que de la boucherie, je sais pas comment ça marche le reste. Elle a eu un niveau d'études un peu plus élevé, du coup elle a un peu plus... Elle se dit ça va pas du tout parce qu'elle voit que toi ça va pas du tout. Ah bah je commençais à plus manger, plus dormir, plus... Ah oui, okay, effectivement. Je fais à peu près à 80, un peu plus, et je pesais un peu moins de 60 kilos. Ah oui, ok. Donc ça allait pas du tout, j'avais des cernes jusqu'au menton. Ouais, effectivement. Je me couchais à 23h pour me lever à 4h du matin sans trop dormir dans la nuit, donc ça se passait très très mal. Et du coup elle me dit il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un coach en orientation. Donc, quand tu rentres dans le bureau, c'est marqué psychologue, mais spécialisé dans l'orientation. Et effectivement, ce mec-là, il s'assoit, donc il a les mêmes, le même mode opératoire, je pense, qu'un psychologue, sauf qu'il vient vraiment t'axer sur ce que tu as envie de faire, quoi. Donc il vient chercher un peu dans ton passé, dans ce que tu vois de l'avenir, et puis à la fin, il fait des tests, et puis il te dit, ok, ce que tu m'as dit, tu peux le faire ou tu peux pas le faire. Donc ça part de là, ça part de séances chez le psy. Cool, pour conclusion, l'ingénierie... Ouais, lui il m'a dit, la conclusion c'était à la fin des tests et tout ça, il m'a dit, toi, quand je t'ai demandé ton métier de rêve, tu savais pas trop quoi répondre, donc tu m'as dit astronaute, ingénierie civile, il m'a dit tu n'avais pas de limite, donc moi j'ai répondu sans limite, des trucs qui me faisaient rêver, tu vois, un peu. Et il m'a dit, essaye, tu verras bien où ça t'emmène, et okay. Pour ça, c'est vrai qu'il faut de la technique, quoi, il faut des diplômes techniques. Et au bout d'un moment, tu choisis. Moi, j'étais très axé chimie au début. Ouais. Et dès que j'ai commencé à faire un peu de chimie, je me suis dit, je vais pas faire de chimie. et du coup, je me suis plus orienté sur de la physique, sur de la mécanique et ce genre de choses. Mais en gros, il m'a dit, fonce. Ces sujets-là, mécanique et tout, physique, c'était des choses qui t'intéressaient déjà avant ou pas? Comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours eu un penchant pour la science et la technique. Donc, tu commences par les maths. Et après, c'est la base de la pyramide des sciences, et ensuite tu commences à monter en fonction des matières qui t'intéressent. Et donc quand j'ai passé mon équivalence bac, c'est là où on me fait toucher un peu à des matières et on te propose des petits trucs.
Et effectivement, je me suis dit, chimie, biologie, on part là-dessus, parce que faut bien partir de toute façon. Ouais. Et ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai compris que j'allais pas aller très loin, et que du coup, j'allais partir sur des trucs un peu plus terre à terre. Et ensuite, après, on te fait toucher de la physique, et donc là, on part sur des grands noms aussi qui font rêver, Newton, Kepler, Lavoisier, tout ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà une idée du métier que tu veux faire, ou est-ce que tu te dis déjà je vais repasser le bac? Non, exactement. Il m'a dit fonce, va au plus loin. Et je me suis dit, moi, si j'arrive à faire astronaute ou pour la chimie, c'était parti sur ingénieur agronome, mais du coup j'ai vite arrêté la chimie. Mais ouais, le plus loin possible. Le but c'était de tu vois, quand j'ai fait la boucherie, et que j'ai dû reprendre mes études après, je me suis dit, en fait, tu t'es fermé pas mal de portes dès le début, sans passer ton bac et sans aller chercher un peu. Donc le but, c'était vraiment de faire l'inverse et de laisser un maximum de portes ouvertes et de foncer. Et est-ce que avant de se relancer dans les études, bon, déjà dans le bac, parce que rien que le bac, déjà, ça a dû demander un petit peu de travail, et que depuis le début, tu nous dis j'étais quelqu'un de feignant, j'aimais pas l'école, etc. Est-ce qu'il doit y avoir une petite appréhension quand même? Est-ce qu'on se dit pourquoi est-ce que je me relance là-dedans? Est-ce que ça va le faire, etc. quoi? Ouais, mais il y a le test de l'équivalence bac-S là que j'ai fait à Lyon, du coup, ça s'appelle un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires. Je pense que je suis très bien tombé. Et il y a un petit test au début pour savoir à quel niveau ils te mettent et pour pas mélanger justement ceux qui ont un peu de possé et ceux qui n'ont rien fait du tout. Moi, du coup, ça faisait 8 ans que j'avais pas touché un crayon. Donc, quand il faut faire une rédaction, tu pleures. Quand il faut poser des calculs sur table, tu pleures. Je me suis fait accompagner par des amis qui m'ont dit, qui eux étaient déjà ingénieurs, qui m'ont dit, on s'assoit 2 heures autour d'une table et puis je te montre un peu, je te refais passer les trucs que t'as perdu, quoi. Parce que rien que pour récupérer le niveau du collège, en fait, j'étais déjà parti loin. Parce que le niveau brevet est déjà plus exigeant que le niveau CAP. Donc, déjà, la marche que tu descends à ce niveau-là, il faut la récupérer. Ensuite, il y a 8 ans où tu végètes à ce niveau-là, il se passe rien. Donc, faut tout récupérer. Et donc là, cette marche-là, elle faisait peur un petit peu, ouais. La première marche de vraiment se relancer et tout ça. Surtout que, a priori, tu devais pas garder un super souvenir de l'école à ce moment-là, quoi. C'est comme je t'ai dit au début, c'était plus une histoire de feignantise que de mauvais souvenirs où j'avais des bons contacts avec mes professeurs, avec mes camarades de classe. J'ai pas eu de mauvais souvenirs à l'école, hein. Mais c'est juste, j'avais pas envie de le faire. C'était pas ton truc, quoi. Ouais. Au départ, parce que alors du coup, donc tu te relances dans ce bac-là. Alors c'est un équivalent bac, c'est ça? Ouais, c'est un équivalent. C'est en one shot ou tu passes en one shot? Non, c'est des petits modules. Là, ce que j'ai passé, c'était en 6 mois. Et donc, en 6 mois, t'as ton module de maths seconde. Donc, si tu superposes, après, tu peux aller un peu plus vite. Mais, c'est que en cours du soir. Donc, entre 18 et 20 heures. Du coup, t'as une matière par jour. Et en gros, le principe, c'est, il te donne un petit bottin de cours, le premier cours. Il te dit, on fait les 2 premières pages, là, ensemble. Et quand on se revoit demain, t'es à la page 15. Donc, c'est le travail, tu sens qu'il est pour toi et que si t'es pas à la page 15, il va pas t'attendre, tu vois. Donc, de là, crée une cohésion avec tous les autres camarades et on commence à bosser ensemble. Mais c'était des gens qui étaient là pour nous emmener. Ils savaient qu'on venait pas pour rien, tu vois. Donc, t'avais juste à venir avec ta motivation et faire le taf chez toi. Et ça se passait très bien. Donc cette première étape-là, donc tu obtiens du coup l'équivalent bac, c'est ça? Ouais, en 2 ans et demi. Ouais, en 2 ans et demi. Ouais. Okay. Mais j'ai pas d'histoire, j'ai pas de sport, j'ai pas de. Ouais. Il y a plein d'épreuves que j'ai pas. Et quand tu dis en cours du soir, du coup, est-ce que tu t'avais continué le métier de boucher à côté? Non, ou non, alors j'avais complètement arrêté pour les soucis de santé qu'on parlait juste avant, parce que c'était pas bon. Et donc j'ai un peu gratté mon chômage. Ok. Et à la fin, j'en avais plus assez, parce que c'était que 2 ans, un peu moins de 2 ans mon chômage. Et du coup, je faisais de la télécommunication. Tu sais, les gens que tu raccroches directement. Ouais. La prospection téléphonique. Exactement. Ouais. J'ai fait ça pour des assurances et des banques. Histoire de financer tout ça, quoi. Il faut manger. Alors, j'étais financé par la région et le CPF. Et par contre, il fallait payer le loyer derrière. Ah oui. Il y a toujours un truc à payer. Oui. Et alors là, donc du coup, t'obtiens cet équivalent bac, et là, est-ce que tu te dis tout de suite je poursuis, ou est-ce que tu te dis, tu te poses des questions? Le diplôme ne sert qu'à ça.
C'est Ouais. vraiment Ok. le nom du diplôme est très évocateur du principe. C'est un diplôme d'accès aux études universitaires. C'est qu'une passerelle. Et du coup, ça ne sert qu'à ça. Tu ne peux rien faire avec ce diplôme-là si ce n'est accéder aux études universitaires. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses se facilitent très très vite, puisque on a sur le CV un gars qui a déjà bossé et un gars qui vient d'obtenir son bac alors qu'il commence déjà à peut être trop dans le game des ados et des choses. Donc, je dirais, avec le recul aussi, je suis plus aussi malléable qu'un lycéen. Mais par contre, tu sais que c'est pas moi qui vais jeter les boulettes sur la prof ou Oui, tu vois ce que je veux dire. Donc et puis le profil des recruteurs que j'ai eu en face de moi, c'était des gens qui se disaient, lui il va l'avoir, tu vois. Lui s'il vient, c'est pour avoir le diplôme et il viendra pas pour autre chose. Ouais. Donc pour leur stat à eux, même pour le plaisir d'enseigner, bah c'est tout bénef. Et donc à partir de là, moi quand j'ai fini du coup avec mon mi-temps téléprospection là, j'appelais aussi je postulais à un BTS qui était assistance technique d'ingénieur. Donc c'était déjà très orienté technique, industriel. Et donc là, je postule, j'envoie mes CV, et au bout d'un moment, je reçois un appel, et le gars me dit qu'est-ce que c'est que ce CV moi, je vous veux dans mon équipe. Ok. Il dit il y a 2 BTS, il y a 2 écoles qui proposent ça, vous arrêtez de communiquer avec l'autre, vous êtes pris, moi je vous envoie sur des entreprises parce que je voulais faire absolument que de l'alternance. Du coup, pour payer le loyer, toujours pareil. Et puis c'est toujours mieux d'avoir le côté moins banc de l'école et plus réalité terrain. J'ai gardé ça de la boucherie, et ils m'ont dit ouais c'est ça. Qu'est-ce qui lui a fait tilter comme ça sur ton CV? Je pense que c'est ça, c'est l'expérience professionnelle, ouais. Il sait que lui, en BTS, il gère forcément des petits jeunes. Des adolescents qui arrivent c'était dur, moi j'ai vécu la même chose mes premières années d'alternance en boucherie. Tu te plantes au milieu, et puis tu sais pas quoi faire, tu sais pas ce que c'est que le monde du travail, tu sais pas te débrouiller, tu sais faire tes lacets, moucher, et puis derrière, non mais c'est un peu bête de dire ça, mais c'est la vérité. Quand t'arrives avec quelqu'un qui a des objectifs, qui a des machins, qui a un travail, qui a plein de responsabilités comme ça, ton chef il te regarde, t'as 12 ans, 14 ans, peu importe. Ouais. Et puis c'est un âge où t'es un peu l'intrus au milieu du truc, quoi. Où t'es aussi en train d'essayer de trouver ta marque dans la société, savoir qui je suis vraiment, comment j'interagis avec les gens, etc. Tu doutes sur toi-même. Alors déjà, en plus, si on doit te demander savoir ce que tu vas faire dans 20 ans, alors que t'arrives déjà pas à trouver ta marque dans le présent, c'est compliqué, effectivement. Ok, donc BTS en alternance, alors. Ouais, assistance technique d'ingénieur à Dessines-Charpieu, donc c'est juste à côté de la région lyonnaise. Exactement. Et là, donc du coup, alternance, donc ça te permet d'avoir une petite expérience concrète, quoi, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Il m'envoie sur une entreprise où le chef est devenu un de mes mentors parce que il a dit, il m'a eu en entretien, il m'a avoué après qu'à la fin de l'entretien, il avait déjà trouvé son alternant pour l'année. C'est un profil qui, lui, prend des alternants et là aussi pour chercher des petites pépites, comme il dit, et se dire, moi, s'il y a matière à faire bosser des jeunes et qu'ils en veulent, on va les éjecter. Et puis au bout de 2 semaines enfin, éjecter. Quand je dis éjecter, c'est vers le haut et et il m'a dit vous voulez jouer, monsieur Vigneron, vous inquiétez pas, je pense qu'on va bien rigoler ensemble et vous inquiétez pas pour la suite, vous aurez votre diplôme. C'était dans quel domaine? De la métrologie. Donc c'était de la mesure en laboratoire pour valider des appareils de mesure industrielle. Donc j'ai mesuré, j'ai étalonné des thermomètres pour faire des cookies, des manomètres pour faire des pressions d'huile de machine. Et est-ce que là, à ce moment-là, quand tu mets un petit peu les mains dans le concret, est-ce que tu te dis c'est ma voie, est-ce que là t'es un peu plus rassuré? C'était quelque chose de très très technique pour le coup. Enfin, en fonction de la mesure sur laquelle tu joues, tu es plus ou moins technique, mais on commence à tomber dans des machins un peu rigolos, où il faut que tu te poses des questions et il suffit pas de juste prendre ton couteau et couper à cet endroit-là, quoi. Il faut que tu te dises attention parce que ce que je suis en train de faire là, soit ça marche, soit ça casse, soit j'obtiens un résultat mais c'est pas du tout le bon. Est-ce que je suis à la bonne humidité? Est-ce que je suis à la bonne température ambiante? Est-ce que mon outil que je vais mesurer, il est dans le bon état? Est-ce que mon étalon, il est correct aussi? Bien réglé, bien fixé? Enfin, il y a tout un environnement déjà technique autour de ce que tu vas faire comme travail, qui est pas du tout le même. Alors qu'en boucherie, t'arrives, tu prends ton couteau, il fait 4 degrés dans le labo, c'est bon. T'as tout ce qu'il te faut. Donc toi, c'est c'est l'impact concret qu'ont tes actions sur, qui t'a plu, quoi, dans ce truc-là? C'est déjà le fait que, quand j'ai repris mes études, je savais pas ce que je voulais faire comme métier, mais je savais que je voulais avoir des problèmes. Comme ça, je pouvais les résoudre et ça m'apportait un petit truc, tu vois.
Et le fait d'arriver déjà et de se poser en se disant, bah, il faut que tu accomplisses cette tâche-là, parce que c'est toujours ton boss, il te dit toujours la même chose. Il te dit, bah, ça c'est ton point A, ça c'est ton point B. Moi, je te paye pour le faire. Et tu dis d'accord. Et sauf que là, tu arrives au point A et tu dis, je vais avoir un maximum de problèmes pour arriver au point B. Et il faut déjà que je parte dans le bon sens, au bon endroit, dans la bonne direction, avec le bon contexte pour arriver à faire le truc. Et ça m'a pas mal emballé. Sachant que j'étais avec Monsieur Kenzari qui m'a beaucoup aidé sur ce sujet. C'est important, non, d'avoir un mentor comme ça enfin, surtout quand tu te lances dans un nouveau truc, c'est, hyper important d'avoir le soutien de ses proches. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir le soutien de mes proches et de trouver des gens qui m'ont regardé droit dans les yeux et qui m'ont dit, si tu veux faire quelque chose, on va faire quelque chose ensemble. Ouais, c'est surtout quand on est dans des périodes de doute, etc., puis qu'on se lance dans un long process comme ça, avoir quelqu'un qui nous aide et qui nous accompagne comme ça, c'est clé. J'ai eu beaucoup de chance. En DAEU, il y avait que des profs qui étaient là pour nous pousser vers le haut. Et je suis arrivé en BTS, j'avais déjà 3 fois le niveau sur les matières génériques. Sur les maths, le français pas trop, parce que c'est pas ma matière de prédilection, mais sur les maths, la physique, ces genres de choses, c'était trop facile. J'ai dû attendre la fin de la 2e année de BTS pour retrouver un peu... un vrai avantage, quoi. Un niveau que j'avais pas, Donc je suis arrivé, par exemple, en BTS, j'ai fait 20 sur 20 à l'épreuve. Ah ouais. Ok. Sans cligner des yeux, quoi. C'est vrai que vraiment, j'étais préparé de chez préparé en sortant de DAE. Donc du coup, tu obtiens ce BTS-là, et après, tu continues encore. Il s'est passé la même chose. Donc on voulait quitter Lyon, et du coup, on a commencé à chercher des écoles d'ingénieurs dans des endroits qui nous plaisaient un peu plus que la région lyonnaise. On a trouvé l'Exil La Rochelle, qui était plutôt pas mal. Et donc quand j'étais encore en BTS, je me souviens de l'entretien, ça m'a fait beaucoup rire parce que ça s'est passé comme celui de BTS. Le mec et on a ouvert, c'était en visio parce que c'était le moment du Covid. Donc je me suis jamais déplacé à La Rochelle pour les tests et les entretiens. Mais en visio, le mec m'a dit, on s'est présenté, on a parlé 2 secondes de mon CV pour être sûr que tout allait bien. Et après il m'a dit, mais comment on fait ? Comment on fait dans la tête pour faire boucherie à ingénieur ? Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, lui, il me veut juste dans son équipe. C'est la même chose que pour le BTS et on va partir comme ça. Bah ouais, c'est des parcours intéressants, effectivement. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bah moi, mon fils a fait l'inverse, donc il était pas bouché, mais en gros, il est parti de l'ingénieur et est retourné dans l'autre sens, comme tu disais au début. Et ça a matché direct. Pareil, première amphi de présentation, il m'a mis un peu la honte parce que il a dit, dans cette salle, il y a un gars, c'est sûr, il aura son diplôme à la fin de l'année. C'est Laurent, il est assis juste là. Ah ouais, il m'a pointé du doigt. Premier jour, au bout de 2 heures, t'es là, non, tranquille. Faut pas que je me forme maintenant. Bah après, c'était pareil. Le système scolaire, ou éducatif français, en tout cas, il est bâti de la même façon. Le prof, il t'apprend ce que tu dois savoir. Alors ça peut être un peu gênant parce qu'il t'apprend ni plus, ni moins, si tu vas rien chercher, il va rien te donner en plus. Mais en gros, tu t'assois, t'écoutes, tu bosses, t'as gagné. Et comment ça se passe ? Je me suis noté cette question-là parce que donc là c'est un cursus pour avoir master 1, 2 du coup, c'est ça ? L'équivalence, c'est un diplôme d'ingénieur. CTI, donc certifié d'État là. Donc avec le BTS, c'était 2 ans et ça m'a fait sauter la prépa. Vu que j'ai eu des scores assez incroyables, incroyables. Hors du classement standard en BTS. Ah oui, t'as pas eu besoin de faire de prépa. Non, j'ai pas fait de prépa. Je suis passé tout de suite. J'ai fait 20 sur 20 en maths, j'ai fait 20 sur 20 au projet final, j'ai fait 20 sur des gros coefs. Donc en fait, je suis arrivé tout de suite en haut du classement. Et donc pour quelqu'un qui était nul à l'école au départ. Mais parce que je suis arrivé nul. maxi préparé, feignant. Mais en fait, j'ai pas senti que ma charge de travail avait augmenté. J'étais plus à l'écoute de mes professeurs et du besoin de l'épreuve, parce que c'est toujours pareil, il y a ce que tu dois savoir et comment tu dois l'écrire. Et donc, ça joue beaucoup. T'étais plus mûr, quoi. Ouais. J'avais une stratégie en arrivant à l'examen. J'étais pas juste, j'ai ça, il faut que je le balance sur ma copie, quoi. J'étais là, en fait, j'ai tant de questions, tu fais des examens blancs et tout, donc tu sais très bien comment ça se passe. Et tu te dis, je vais pointer ça en premier, si j'ai le temps, je fais ça à la suite. Et puis... quand tu sais où tu vas et que t'as un projet en tête, c'est quand même plus facile de se donner, en tout cas, pour savoir ce qu'on va faire, quoi. C'était l'objectif de mon mentor aussi. Il allait pas lui se serait pas satisfait que moi je donne le minimum pour passer à 11. Il m'a dit, si tu veux jouer, on joue. Fallait que je gratte 20 presque à tous les examens pour qu'il soit content. Et alors, mais la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'était, donc là, tu retournes un petit, t'es dans ce cursus master, même avant, en BTS d'ailleurs, mais du coup, t'arrives dans des classes où t'as 10 ans de plus que tout le monde.
Comment ça se Tout à passe fait. avec les camarades? Je trouve une génération, parce que je nous sépare un peu quand même de génération, ils ont pas du tout grandi comme moi j'ai grandi. J'ai grandi dans la campagne, j'ai eu un téléphone tard qui faisait que des SMS et des appels, Ouais. tu vois, ce genre de petites choses. Je vois bien. Et eux, ils sont digital natives, ils touchent à tout de suite, tout le temps. Moi j'ai appris parce que j'ai suivi la nouvelle technologie au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Mais eux, quand ils sont nés, c'était déjà là. C'était déjà l'Internet, c'était déjà la 10 ans, parce qu'on doit être de la même génération, je pense, non? Donc tu... Je suis né en 94. Ouais, je suis un peu plus vieux. Donc, Mais on va dire on est de la même génération. moi, quand j'ai connu Internet, c'était... Oui, donc effectivement, 10 ans après toi, ouais. Fallait que je demande à mon père qu'il allume le truc, ça faisait des bruits bizarres. Ouais. Et ensuite, on avait le droit, mais pas trop longtemps parce que ça coûtait cher. Mais oui, du coup, les gens qui sont nés en 2004... ouais, c'est ça. Ils avaient tout en illimité tout de suite, les MMS, les images, les appels, la télé sur le téléphone. Nous, c'était un truc de fou quand on en parlait à la cantine. Eux, c'est normal d'avoir une vidéo sur son téléphone qui vient d'être postée ou publiée ou machin. C'est même pas une bizarrerie. C'est incroyable. Et est-ce qu'on vit quand même une vie étudiante, vraiment étudiante quand on a 10 ans de plus que tout le monde ou non? Non, enfin, pour ma part, j'ai fait j'avais déjà vécu ces années-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire un peu dans ma vie parce que mes amis, eux, ont vécu le cursus un peu normal. Ouais. Donc je les fréquentais toujours de la même façon. Donc je pouvais. Ça te tire du côté adulte plus vite parce que tu vois le gap et tu te dis surtout pas ça. Mais oui, ma dernière année d'école d'ingé, j'étais dans l'atrium avec quelqu'un qui avait plus de 10 ans d'écart. Ça doit faire bizarre. Ok, donc master, donc toujours en alternance, c'est ça? Tout en alternance. Dans quel domaine cette fois-ci? J'ai fait mes 2 premières années d'école d'ingé dans l'industrie verrière et la dernière dans l'industrie ferroviaire. Là où t'es aujourd'hui encore. Oui. Alors c'est les moments où tu te spécialises, non? Quand t'es ingénieur, ces masters-là ou J'ai fait ingé généraliste. Donc touche à tout, quoi. Un peu touche à tout, pas spécialisé, toujours dans l'optique de pas fermer de porte. Et en dernière année, on te demande quand même d'essayer de pointer un domaine où là c'est beaucoup plus facile qu'à 13 ou 14 ans. Bah oui. Et ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est l'industrie. Alors donc du coup, il y a aussi le fait que tu arrives sur La Rochelle, enfin que vous arrivez à La Rochelle. Est-ce que déjà vous vous sentez bien tout de suite à La Rochelle? Pas du tout. Ouais, si. Oui. Ok, t'as fait non de la tête. On parle bah oui, parce que la question, elle était, nous, on a été frappés. Lyon, c'est une métropole où ça bouge, ça court, les métros, les gens, le caractère des Lyonnais est encore en travers de ma gorge, mais il y a, désolé pour les Lyonnais qui écouteront, mais t'arrives à La Rochelle, les gens sont gentils, te disent bonjour, il y a la mer. Et est-ce que là, du coup, entre les différentes alternances que t'as eues, tu commences à trouver ce que t'aimes faire, ce que tu veux faire, prendre du plaisir dans ce que tu fais même? Alors, je prends du plaisir dans ce que je fais et je reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que quand tu... C'est à ce moment-là où tu te dis ça? Non. Non. Dans le process de reprise d'études, je m'en suis rendu compte à un moment donné où je sais pas où j'allais, mais je savais où j'allais pas surtout. Et donc ça s'est surtout fait comme ça. C'est dès que je mettais un pied dans un truc qui me rappelait un peu de près ou de loin ce que j'avais vécu dans la boucherie, c'était demi-tour instantané. Ah, ok. Et il y avait pas moyen. Donc cette expérience-là, t'as aussi appris ça alors du coup, mais à savoir dire non, quoi. Je ne regrette en aucun cas ce que j'ai vécu en tant que boucher. C'était vraiment très formateur. On t'apprend à la rigueur, on t'apprend plein de valeurs du travail et des choses qui m'ont fait que j'ai été embauché du premier coup sans trop forcer. Donc je suis reconnaissant et j'ai appris beaucoup de choses. Mais il y a un truc de se dire il faut aller plus loin que ça, quoi. Il faut aller chercher le truc que t'as vraiment envie de faire tous les jours, parce que sinon ta vie elle est nulle. Clairement, c'est pas intéressant de vivre un truc où tu te dis 75% de ma journée je vais trimer et avoir la boule au ventre en y allant le matin et être soulagé de fou quand je vais partir le soir pour que ça recommence le lendemain. Et tout en se disant mais demain ça recommence, quoi. C'est horrible. Mais mais c'est dommage que tu vois, malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens doivent vivre ce mal-être pour comprendre ce truc-là, mais faudrait qu'il y ait plus de prévention à ce niveau-là. Je pense que c'est un peu comme quand t'es petit et qu'on te dit le feu ça brûle.
Ouais, voilà. Tu vois? Faut que t'aies Et touché. tu dis, mais... ouais, je vais quand même le faire pour voir ce que c'est. Mais vaut mieux éviter d'attendre d'être brûlé au 3e degré pour Exactement. savoir que le feu, ça brûle. Il y a une limite qu'il faut percevoir et à un moment donné, mais on en parle de plus en plus de ta santé mentale et tout ça et je n'y retournerai pas. C'est sûr et certain. J'ai mis un point d'honneur d'ailleurs à mon dernier entretien à me dire, on m'a proposé un poste, je savais qui allait être mon manager et j'ai dit si c'est toujours lui, je ne le ferai pas. Tu peux me proposer le salaire que tu veux, le 80%, 50%, comme tu veux, je le ferai pas. Je n'irai pas le matin. Même par rapport aux gens, alors du coup, t'as appris à dire non. Ah oui, mais c'est toute la sphère de ta journée, il faut que ça soit ok. S'il y a un petit caillou dans la chaussure, à un moment donné, ça arrive. C'est normal, mais tu peux pas enchaîner comme ça. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça. Tu peux enchaîner 3-4 journées qui vont pas, mais si ça doit durer des mois ou des années, t'arrêtes. Ouais. Ça peut pas passer, ça ne passera pas. Et même, tu peux essayer de te convaincre d'un truc où faut que tu payes ton loyer, ça va te détruire, ça te bouffe, et au final, tu crèves, je pense. Après, il y a passer une mauvaise journée et passer une mauvaise journée. Si passer une mauvaise journée, c'est t'es en pleurs le soir, oui. Bon là, faut peut-être... mais oui. Mais passer une mauvaise journée et se dire ah j'ai un peu foiré ça, bon voilà, mais c'est le même coup que le feu en fait. C'est à partir de quand ça brûle. Si tu te dis à 1 mètre du feu ça commence à me brûler, tu t'approches pas plus près. Exactement, ouais, tout à fait. Bonne analogie. Ok, donc les études, bon, ça tout roule jusqu'au bout du coup, jusqu'au bout. Et je te dis là où la phase la plus dure, en vrai, c'était le DAE. C'était là où il fallait tout reprendre, tracter ton gros chariot de feignant que j'avais et essayer d'en faire un truc quoi. Mais encore une fois, t'es avec des gens qui disent autant les profs que tes camarades. Faut sélectionner un peu les camarades parce qu'il y en a qui sont un peu ils savent pas où ils sont et ils tentent ça, mais il y en a qui tentent quoi. Moi j'étais avec une retraitée à ce moment-là qui disait moi j'ai été mère au foyer toute ma vie. Moi je vais faire des études pour apprendre ce que c'est que le monde en dehors de mon foyer, tu vois. Okay. Et du coup cette personne-là elle est pas plus forte que toi, elle est pas moins forte que toi, mais par contre, elle accélère à une vitesse. Pour la suivre, il faut que tu serves bien. Parce qu'elle a un but aussi. Elle y va. Il y avait des immigrés qui étaient là, qui venaient d'avoir leur papier, qui étaient là en mode, moi je suis maçon, mais là dans votre pays, on peut faire des trucs de fou, quoi. Ouais. Là, on m'aide, on m'accompagne sur des trucs comme ça, je peux apprendre la physique, je peux apprendre les maths, je peux apprendre le français, on est dans un pays, on le dit mal quand on le dit comme ça, on est dans un pays d'assistés. Mais il faut se servir de ce truc-là. On a des passerelles dans tous les sens, il y a des gens qui veulent nous aider partout, et peut-être qu'on est assisté, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ? Je suis pas sûr. Pour moi qui travaille dans le monde de la reconversion, si on n'avait pas toutes ces aides-là, ce serait très difficile et il y aurait du mal-être partout et il y aurait des gens qui devraient rester dans une voie qui leur plaît pas et être malheureux toute leur vie, etc. quoi. Ça serait horrible. Là, donc effectivement, on a de la chance d'avoir ces institutions-là et des gens qui sont là aussi pour aider. Comme toi, t'as eu ton psychologue conseiller d'orientation. Lui, je le vois comme ça aussi aujourd'hui, mais lui, je payais, donc lui, tu vois. Mais tout ce que j'ai fait après le psy, j'ai pas dépensé un centime. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est important à le dire. J'ai pas dépensé un seul centime de ce psy-là jusqu'à mon diplôme d'ingénieur. Donc c'était effectivement des CPS, des CPF, des trucs que j'avais cotisé moi. Et c'était de l'aide de la région. Et après, en alternance, tout est pris en charge. Donc en fait, il suffit de trouver une entreprise. Et après, alors ça, c'est important à dire et on va le répéter parce que effectivement, des gens qui se disent alors c'est bien beau, mais moi j'ai pas l'argent, etc. Mais il y a plein de manières de faire. Et donc Laurent n'a rien payé. Il y a plein de manières de faire. Il y a effectivement des aides de la région, il y a le CPF. Il y a des formations en alternance, etc. Alors, ça demande quand même un petit sacrifice financier. Enfin, je suppose que mais voilà. L'investissement vaut le coup. Parce que derrière, tu te retrouves, si tu fais juste le dézoom maximal, tu te retrouves d'un gars qui fait 1m80, qui pèse 60 kg, qui dort plus la nuit, à un gars qui adore son job, qui est bien payé, qui a des horaires de cadre, donc si jamais le matin il dit j'arrive à 9h, il arrive à 9h. S'il veut arriver à 8h, il arrive à 8h. S'il veut partir à 16h, il part à 16h. Donc t'es un gars, tu pars dans le truc où ça sent le sapin, à un gars en fait qui est... non mais c'est clair. Qui est au top quoi. Donc ça vaut le coup de faire des petits sacrifices financiers contre, et même pas que financiers en termes de temps, parce que je suppose que ça t'as quand même demandé de l'investissement aussi en termes de temps. Oui. Sur la vie perso, ça a peut-être empiété un petit peu. Il y a des trucs où tu te dis est-ce que ça va passer là, tu vois. Il y a des moments où t'arrives au truc et tu te dis
est-ce que, là, avec le recul, je savais que je me rends compte que j'étais bien préparé. Mais quand t'es dedans, il y a des moments où tu te dis, là, t'arrives peut-être au bout du truc, tu vois. T'es peut-être au bout ton gars, au début, il t'a dit, va au bout, pousse, et tu verras bien où tu tombes. Ah, ça se trouve, c'est à ce moment-là que tu tombes. Et c'est un peu au milieu du truc, et t'as pas envie, et tu t'es dit, je me suis pas cassé les... pour arriver là et tomber ici. Donc tu prends un peu sur les épaules et t'y vas, quoi. Mais ça se fait, il y a des passerelles dans tous les sens, il y a des gens qui t'aident dans tous les sens. Exactement. On a la chance d'avoir tout ça, effectivement, à disposition, donc voilà. Et puis il y a vraiment des... Enfin, toi, c'est ton métier, donc le plus à même de le savoir, mais il y a des gens qui aident d'autres gens, sans rien attendre. Et qui aiment faire ça. Ouais. Donc voilà. Donc il faut pas hésiter. Mais et alors du coup donc là ça fait combien de temps que t'es diplômé, ingénieur et tout ça? Je suis promo 2024, donc j'ai été diplômé. Ma remise des diplômes c'était en mars 25. Le process aura duré combien de temps du coup? 7 ans. 7 ans. J'ai fait presque autant de reprise d'études que de boucherie. Ouais, bah oui. Mais c'est 7 ans qui aujourd'hui, enfin tu regardes en arrière. Sur les 7, tu vois les 8 ans de boucherie m'ont fait peur au début. Un peu de mal-être au milieu et beaucoup de mal-être à la fin. Et les 7 ans, c'est un peu peur au début et après c'est crescendo jusqu'au... Là, je ne connais pas de meilleure vie que la mienne aujourd'hui. Ok, et c'est super. Bah ouais, j'allais te demander si on se retourne un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qu'on peut en tirer, mais je pense que t'as bien conclu le truc, quoi. Et puis c'est, en fait, avec la sagesse qui était la mienne pendant cette reconversion, pas très élevée, mais c'est trop bien d'apprendre des trucs. C'est trop bien. Et il y a des gens, leur métier, c'est de te donner ce truc-là. Donc en fait, même des matières qui me plaisent pas, au début, dans le BTS, il y avait beaucoup d'élec, c'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, le gars, il te donne, selon sur qui tu tombes, il te donne la fougue de la matière, quoi, du délire. Ouais. Ils peuvent t'envoyer dans des mondes où ce prof-là, il y a un truc pour nous expliquer les courants alternatifs. Il avait pris des règles dans les mains et puis il courait dans la salle en disant là je touche pas, là ça passe, là ça passe pas. Et donc quand tu vois le mec qui se donne comme ça, tu te dis ah ouais, d'accord, on va essayer de faire l'effort pour apprendre. Pareil, la thermodynamique, quand t'arrives en école d'ingé, donc là t'es déjà sur des matières, ça fait tout de suite peur le mot. Quand t'arrives en cours, c'est pire. Et bon, je suis nul en thermodynamique, on va pas se mentir, mais c'est trop intéressant. C'est trop intéressant de savoir comment la fusée elle décolle, comment ton radiateur il fonctionne, comment la buée elle arrive sur ta glace le matin, c'est trop marrant. Mais alors, toi qui qui parle, puis en plus t'en parles bien, d'apprendre, etc., comment t'analyserais du coup le fait que, alors on l'a déjà fait un petit peu, mais que finalement tu n'étais pas si intéressé que ça au départ dans ton cursus scolaire? Je pense que c'est le fait de se remettre dedans, je pense. Je dirais ça. Je dirais que l'objectif, il était pas le même. Quand je suis sorti de l'école, je me disais, ce qu'il me faut, c'est un job. Et puis comme ça, je suis un peu plus libre, j'ai un salaire. J'ai jamais eu peur de travailler, mais il fallait que ça me donne envie un petit peu. Ouais, ok. Et donc, la boucherie, au début, fallait se relever les manches et puis apprendre le truc, donc c'était marrant. Après, de moins en moins. Et puis quand tu te remets dans les cours et tout, il y a des noms ou des gens qui ont fait des choses de fous. À une époque où, quand t'apprends les maths, les mecs, ils ont sorti des trucs... attention, hein. Quand il fallait naviguer sous les étoiles, quand t'apprends les trucs, les logarithmes pour apprendre comment ils faisaient, machin, naviguer sur les cartes et tout, t'es là, mais... il sort ça de son chapeau, clair, tu sais. Il m'a toujours fallu du contexte un peu pour... J'avais pas besoin de savoir à quoi ça servait. Ok. Je sais pas comment le dire. Si, il fallait qu'il y ait une application concrète, quoi. Parce que des fois, c'était un peu trop théorique. Pas forcément, tu vois. Non, pas forcément. Mais que je comprenne pourquoi on l'avait fait. Ok. Parce que j'apprends beaucoup comme ça, et surtout les mathématiques, où j'exécute sans me poser de questions. On m'a dit la formule c'est ça, la formule c'est ça. Mais par contre, le premier gars qui a fait ça, pourquoi il a fait ça? Pour naviguer sous les étoiles. Ok. Bon, moi je vais pas naviguer sous les étoiles. Clairement, ça va pas me servir à grand chose. Mais j'essaye. Et de toute façon, c'est la stratégie de l'examen. Toujours pareil, si tu veux avoir le diplôme, il faut l'examen, et l'examen, il va te demander de ça. Donc, mon objectif, c'est d'avoir l'examen, pas naviguer sous les étoiles, mais je vais exécuter, et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, et tu dis, ah ok, c'est comme ça que ça marche. Et là, tu comprends. Donc, je te dis pas que tu m'envoies sur un bateau, je me débrouille, mais j'ai compris pourquoi il avait fait le truc. Ouais, okay. C'est après.
Donc en fait c'est c'est en fait ce qui t'a manqué peut-être enfin je suppose quelque chose mais si ce qui t'a manqué à l'école plus petit c'était peut-être d'avoir tu vois un apprentissage plus concret ou alors c'est vraiment juste un problème de maturité et t'étais juste pas prêt à ce moment-là quoi. Un peu des deux je dirais. Ouais. J'étais pas prêt à apprendre ça et à l'école c'est quand même hyper mal fait. Il y a plein de choses qui sont pas au goût de tout le monde à l'école, mais ils sont en train de revoir dessus en ce moment même. Le temps que tu passes à rien faire à l'école, il est incroyable. Après, c'est peut-être ma déformation professionnelle aussi, où je cherche la performance et l'optimisation. Exactement. Mais tu t'assois 1 heure, ton activité dans ces 1 heure, c'est 10-15 minutes, un truc comme ça. À une demi-heure, on pousse le truc au max. Et du coup, il y a 50% de ton temps, t'es passif, quoi. Alors que moi, dans ma journée de travail, on me demande d'être actif 100% du temps, tu vois. Donc le déclic, il part un peu de là, tu vois, de ce constat-là. À l'école, bah, on se fait chier, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'on a aussi chacun des méthodes d'apprentissage complètement différentes. Enfin, il y en a, être passif et apprendre, ça leur pose pas de soucis. Mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin de toucher, de ressentir, de voir, etc. Et malheureusement, bah, on éduque en masse, donc bon, c'est normal. Enfin, en même temps, tu peux pas c'est difficile de faire du cas par cas, etc. Mais voilà, c'est effectivement. Et puis il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, enfin voilà, on stigmatise pas l'école. Il y a des profs qui sont excellents dans ce qu'ils font, mais il y en a d'autres, ils le font parce que c'est un métier qu'il fallait faire au départ, quoi. Clairement, j'ai déjà demandé à mon proviseur de BTS pourquoi on gardait un professeur qui nous apprenait rien. Je suis allé le voir parce que du coup, avec la maturité que j'avais, je pouvais me permettre ce genre de choses aussi. Et du coup, moi, je voyais un peu l'environnement du cours. Mes camarades pensaient tous la même chose que moi et on était tous dépités de faire le contraste, surtout quand les heures se suivent. Tu sais, t'as le prof génial à l'heure 1 et à l'heure 2, t'as le prof qui t'apprendra rien et tu sais que ça sert à rien. Et bah, tu vas voir ton proviseur et tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça me tombe dessus comme ça? Ouais. Donc non, il y a des méthodes. Moi, j'ai même connu des gens qui apprenaient en marchant parce qu'ils avaient besoin de bouger pour apprendre des choses. Je reste convaincu que peu importe les facilités et tes préférences que t'as à l'apprentissage, il y a rien de mieux que faire. Être actif, il y a un temps pour être passif, on est d'accord, pour que tu te poses et que t'assimiles le truc. Mais être actif, il n'y a jamais eu rien de mieux. Et même, il y a eu des trucs où j'ai appris que en étant actif, et c'est des trucs que j'ai retenu mieux et que je sais le mieux faire. Je suis peut-être pas capable de te ressortir la théorie du truc, tu vois, de te le remettre sur papier, mais par contre, je sais le faire, quoi. Je pense que je me permets, mais ce témoignage, je le trouve intéressant et important parce que je pense qu'il y a plein de gens. Alors, on n'est pas obligé de partir dans des 7 ans de reconversion, hein, mais voilà, si des gens nous écoutent mais si des gens nous écoutent et que ils se trouvent pas à leur place, mais que ce qu'ils aimeraient faire, c'est sur du long terme, voilà, c'est un exemple que c'est possible, c'est une possibilité, c'est faisable, que effectivement ça demande du temps, etc. Mais que voilà, rien n'est impossible et que en tout cas ça c'est faisable. Et puis ça montre aussi aux gens qui ne sont pas bien dans leur travail que il faut pas rester. Faut arrêter, voilà. Faut arrêter tout de suite. Alors faut pas arrêter d'être malheureux, faut arrêter votre job. Hein. Oui. Voilà, parce que être malheureux, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais il faut déjà faire une étape. Mais c'est encore une fois, ça part après c'est mon expérience, c'est forcément je le dis avec un biais, mais le mouvement, le fait d'avoir ce truc de, tu sais que de toute façon demain ça sera pas pareil, et c'est trop bien. C'est trop bien de se dire, aujourd'hui je suis mal et demain ça ira mieux. L'excitation du changement, au départ ça fait un peu peur et puis après on se dit. Parce que forcément il y a des changements qui vont être moins bien. Ouais. Mais c'est à toi de tourner le volant pour. C'est l'excitation de la nouveauté dont tu parlais tout à l'heure, d'apprendre. Il y a l'apprentissage par l'échec ou les trucs comme ça, ça doit exister. Ouais. Je sais rien, mais c'est trop bien. Ouais. C'est de se dire, en fait ça je l'élimine, ça je l'élimine, ça je l'élimine, ça je l'élimine. Et puis au final à la fin tu tombes sur un truc qui te plaît, quoi. Exactement. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi. D'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir répondu à mes questions. Merci encore une fois à l'espace de coworking Working Share qui nous accueille pour enregistrer cet épisode. Et puis merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.